Bonjour à tous, c'est Jesua et aujourd'hui on va parler du produit semi-direct externe. Dans la dernière vidéo, on avait parlé du produit semi-direct interne et on avait fini par donner deux remarques. On va faire un petit rappel ici de ce qu'on avait parlé dans la vidéo précédente. Donc déjà, si on voulait parler du produit semi-direct interne, on avait besoin de deux sous-groupes H et K d'un groupe G, tel que leur intersection était triviale. Un des deux groupes était distingué et le groupe G, le groupe entier, pouvait s'exprimer comme produit de H et de K. Si jamais ces trois conditions étaient vérifiées, on disait que G était le produit semi-direct de H et K. On avait fini par donner deux remarques. La première était que la décomposition de G comme produit de H et K était unique. Ça veut dire, si jamais on prend un petit G du groupe G, alors on va pouvoir trouver un unique H dans le groupe H et un unique K dans le groupe K, tel que G s'exprime comme produit de H et K. La deuxième remarque était par rapport à comment exprimer les produits des deux éléments dans G comme un élément de H multiplié par un élément de K. Si on prend G1 et G2 dans le groupe G, on sait que G1 et G2 vont pouvoir s'exprimer comme le produit de quelque chose dans H et quelque chose dans K. C'est ça qu'on fait ici. G1 est H1 multiplié par K1 et G2 est égal à H2 multiplié par K2. Donc, si on prend les produits de G1 et G2, on va obtenir quelque chose qui est évidemment dans le groupe G et donc qui doit pouvoir s'exprimer comme quelque chose dans H multiplié par quelque chose dans K. Et on avait fait une petite astuce et on avait vu que le produit pouvait s'exprimer comme quelque chose qui est dans H multiplié par quelque chose qui est dans K. On va utiliser ces deux remarques pour motiver la définition du produit semi-direct externe. On commence par définir une flèche entre G et le produit cartésien H croix K. Cette flèche elle va envoyer une paire petit h, petit k dans leur produit H multiplié par K. On peut commencer par remarquer que cette flèche elle est bijective. En effet, si jamais on prend un élément du groupe G, alors on sait, d'après la remarque 1, qu'on peut trouver un élément dans H et un élément dans K, tel que G va être le produit de cet élément de H et cet élément de K. Ça nous dit que la flèche phi, elle est surjective. Maintenant, elle est injective parce que on peut trouver, d'après la remarque, un unique élément de H et un unique élément de K. Voilà. Donc, la remarque 1 est équivalent à dire que cette flèche, elle est bijective. Pour la deuxième remarque, on munit l'ensemble H croix K d'une loi de composition interne qui fait que phi soit un morphisme de groupe. Cette loi, on la dénote par ce petit symbole qu'on a déjà utilisé pour le produit semi-direct interne dans la vidéo précédente. H1, K1 multiplié par H2, K2 va nous envoyer un élément de HK. Dans la deuxième coordonnée, on fait juste le produit. K1 multiplié par K2. Mais dans la première coordonnée, on prend H1 et on le multiplie par H2 conjugué par K1. Donc on voit bien clairement que ce n'est pas les produits coordonnés à coordonnées. C'est une version un peu tordue de ces produits. Avec cette loi, on peut montrer que phi est un morphisme de groupe. En effet, ce qu'il faut démontrer, c'est que phi sépare le produit. Si on prend phi de H1K multiplié par H2K2, ça doit montrer que c'est égal à
phi de H1 K1 multiplié par phi de H2 K2. On commence pour remplacer juste le produit ici par la définition. On utilise la définition pour passer de la première à la deuxième ligne. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne, on utilise la définition de phi. Phi prend une paire et nous renvoie le produit des éléments dans la paire. Dans ce cas, on va faire le produit de cet élément ici par cet élément ici. Si on fait ça, il y aura K1 qui va se multiplier avec K1 moins 1, donc ça va s'annuler, et on va rester avec H1 K1, H2 K2. Or, H1 K1, c'est l'image par phi de la paire H1 K1, et H2 K2, c'est phi de H2 K2. Donc on voit bien clairement que phi sépare le produit. Donc, phi est un morphisme de groupe. Étant déjà bijective, donc on dit qu'il y a un isomorphisme de groupe. Voilà. Maintenant, on va réécrire cette définition à l'aide d'une action. On a que le groupe K agit sur le groupe H par conjugaison. Donc, petit k agissant sur petit h va nous donner h conjugué par k. On a bien que cet élément ici, à droite, appartient à h, parce que h est un sous-groupe distingué. Cette action va induire un morphisme de k dans le groupe de bijection de h. On va le noter par i. Donc, on envoie petit k dans l'image i de petit k. Et cette bijection, on voit par définition h dans l'action de k sur h, et ça, c'est h, dans ce cas, conjugué par k. On avait déjà parlé de comment définir cette flèche quand on avait vu les actions de groupe. Maintenant, je vous laisse comme exercice montrer que cette bijection I de K, H dans H, est aussi un morphisme de groupe. Donc, un morphisme qui est bijectif, et ça on appelle un automorphisme dans ce cas de H. C'est-à-dire, I va atterrir bien sûr dans le groupe de bijection de H, mais aussi, en particulier, il va atterrir dans le groupe de automorphisme de H, qui est bien sûr contenu dans le groupe de bijection de H. Voilà. Et avec cet morphisme, on peut réécrire la définition du produit qu'on a donné ici à gauche. Le produit H1K1 avec H2K2 va être, ici on a le produit de K2 et K1 à droite, et à gauche on a H1 multiplié par H2 conjugué par K1. Et ça va être I de K1 appliqué à H2. Ça, juste en voyant la définition ici. C'est avec cette égalité qu'on peut maintenant définir les produits semi-directs externes. Pour les produits semi-directs externes, on prend H et K de groupes quelconques, donc deux groupes qui ne sont pas forcément contenus dans un troisième groupe, et on prend pi, un morphisme de K dans le groupe d'automorphisme de H. Donc ici, pi va jouer le rôle de I. Sous cette hypothèse, on peut munir le produit cartésien H croix K d'un produit, d'une loi de composition interne, qui on donne toujours par ce petit symbole. Et si vous voyez la définition qu'on donne ici, c'est exactement la même qu'on a ici en haut, sauf que on a changé I par pi.
Cette loi de composition interne vérifie la associativité, elle admet un élément neutre et des inverses. Donc, H croix K muni de cette loi est un groupe. On le dénote par H, produit semi-direct avec K, et on ajoute bien pi en bas pour dire qu'on a fait le produit semi-direct relativement à pi. Et on appelle produit semi-direct externe, voilà la définition, relative à la flèche homomorphisme pi. Donc, on dit relative à pi parce que, bien sûr, dans la définition du produit, on utilise pi. Si jamais on change le morphisme pi, on va changer, dans ce cas-là, la multiplication et ça va changer le groupe. Avec cette définition, on peut réécrire G ici. Donc, on avait montré que G était isomorphe à un groupe H croix K muni d'une loi qu'on avait définie ici et on avait bien vu qu'on pouvait la réécrire comme ici. Donc, si on compare cette égalité et cette égalité, on voit que la seule chose qui change est pi par i. Et donc, on peut dire que G est isomorphe au produit semi-direct de H et K relativement à I. I étant le morphisme qu'on a défini ici. Donc voilà, on voit qu'un produit semi-direct interne induit un produit semi-direct externe. On va maintenant voir le contraire. Un produit semi-direct externe peut toujours se voir comme un produit semi-direct interne. Mais avant de cela, on va montrer que le produit semi-direct externe est en effet un groupe. C'est-à-dire, on va montrer que le produit qu'on a défini, je vais copier la définition ici, ce produit, il vérifie l'associativité, il a un élément neutre et des inverses. Cette définition est vraiment une proposition de définition parce qu'à l'intérieur, on affirme que H, produit semi-direct avec K, est un groupe. On va montrer ça. Pour la preuve, on doit montrer déjà qu'il a un élément neutre. L'élément neutre qu'on va proposer, c'est l'élément neutre de H accompagné de l'élément neutre de K. Il faut vérifier que si jamais on prend n'importe quel élément du produit semi-direct, donc H, K, et on le multiplie par l'élément neutre, celui-ci, on doit obtenir de retour H, K. Si on fait le produit ici, on voit bien clairement, pour la deuxième coordonnée, on aura l'élément neutre de K multiplié par K, ça va nous donner K. Et pour la première coordonnée, on aura l'action de l'élément neutre de K sur H, on écrit ici, multiplié par l'élément neutre de H. Maintenant, pi est un morphisme. Alors, il envoie l'élément neutre de K sur l'identité ici. Ça veut dire que l'image de H par pi de EK va être H. Et si je multiplie H par l'élément neutre, on obtient H. Voilà. Donc, dans un sens, on voit que la multiplication de l'élément neutre, notre candidat, par HK est égale à HK. Et je vous laisse vérifier, je fais ici les calculs. Si on fait le produit dans le sens contraire, d'abord HK et après ce qu'on veut, l'élément neutre, on obtient exactement la même chose. Donc, on a bien que cet élément ici est l'élément neutre pour le produit semi-direct. Maintenant, pour les inverses, on va montrer que l'inverse d'une paire HK est donnée par ce qu'on écrit ici. On a K-1 dans la deuxième composante et dans la première, on a l'image de K-1 sur H-1. Ce qu'il faut faire est multiplier cet élément par la paire HK, ce qu'on fait ici, et
montrer que ce produit nous donne l'élément neutre qu'on a déjà défini ici. Donc si on fait le produit, on aura dans la deuxième coordonnée k multiplié par k-1, ça va donner l'identité. Et dans la première coordonnée, on aura l'action de k sur l'élément qu'on a ici, ça on écrit là, et ça multiplié par h. Or, pi est un morphisme de groupe. Donc, ça veut dire que pi de k composé par pi de k moins 100, ça va être pi du produit k moins 5, donc pi de l'identité. On arrive ici. Maintenant, pi de l'identité va être l'identité dans le groupe d'automorphisme. Donc ça veut dire que l'image h-100 va être h-100. Si on multiplie par h, on obtient l'identité de h. Donc voilà, on voit bien clairement que le produit nous donne l'identité. Et si vous le faites dans le sens contraire, donc d'abord cet élément et après la paire HK, vous allez vérifier encore que ce que vous obtenez à la fin va être l'élément neutre. L'associativité, je vous la laisse en exercice. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très profond ou intéressant dans l'associativité, c'est juste un calcul un peu long. Je vous le laisse, faites-le, ça va être un bon exercice. Et remarquez bien que pour l'élément neutre et pour l'inverse, on utilise le fait que pi est un morphisme et qu'il atterrit dans le groupe d'automorphisme de H, pas seulement dans le groupe de bijections de H. Voilà. On a bien alors que le produit semi-direct est un groupe. Maintenant, on va donner 3 remarques par rapport au produit semi-direct. La première remarque est que si jamais le morphisme pi est l'identité, alors le produit semi-direct qu'on obtient, donc H semi-direct avec K relativement à l'identité, est en effet le produit direct. Ça, on le voit ici, parce que si jamais pi est l'identité, ça veut dire que pi de K va être toujours le morphisme identité. Donc, l'image de H2 ici va être égale à H2. On obtiendrait dans la première coordonnée H1 multiplié par H2 et dans la deuxième coordonnée on obtient toujours K1 multiplié par K2. Et ça c'est le produit direct. Donc ce qu'on obtient c'est bien le produit direct de H et K. La deuxième remarque est que si jamais pi n'est pas l'identité, alors le produit semi-direct n'est pas un groupe abélien. En effet, si jamais pi n'est pas l'identité, ça veut dire qu'il y aura un certain élément ici, au départ, qui ne va pas être envoyé dans l'identité. On prend cet élément. Pi de k n'est pas l'identité. Ça veut dire qu'il existe un élément de h tel que l'image de h par pi de k n'est pas égale à h. On prend h et k, vérifiant cette inégalité. Si on multiplie la paire h e k par l'élément neutre de h accompagné de k, alors ce qu'on obtient, c'est h multiplié par l'action de l'élément neutre de k sur l'élément neutre de h, ça c'est l'élément neutre. On obtient h dans la première coordonnée, et dans la deuxième on obtient le produit de k par l'élément neutre, on obtient k. Si on fait le produit dans le sens contraire, donc d'abord on met k et après on met h, ce qu'on obtient va être l'élément neutre de h multiplié par l'action de k sur h. Donc, c'est ça qu'on a copié ici. Et dans la deuxième coordonnée, on obtient k multiplié par l'élément neutre de k. Ça nous donne k. Mais on voit bien clairement que les paires ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que
Si on change l'ordre pour ces deux éléments, le produit nous donne des choses différentes. Donc, le produit semi-direct dans ce cas n'est pas abélien. Maintenant, pour la troisième remarque, on avait déjà vu qu'un produit semi-direct interne pouvait être vu comme un produit semi-direct externe. Maintenant, on va voir le contraire. Pour cela, on va prendre deux sous-groupes. On appelle H bar et K bar. H bar va être juste le paire avec deuxième composante l'identité de K. Et K bar va être le paire avec première composante l'identité de H. Je vous laisse comme exercice démontrer qu'ils sont aussi des sous-groupes du produit semi-direct de H et K. Ça, c'est la première. La deuxième est assez évidente. L'intersection des deux H bar et K bar va être l'élément neutre du produit semi-direct. La deuxième ici est que H bar va être un sous-groupe distingué dans le produit semi-direct. Ça, on va le montrer ici en bas. Et dernièrement, on aura que le produit semi-direct peut s'exprimer comme le produit de H bar et K bar. Donc, si on voit ici 1, 2 et 3, on remarque qu'on a exactement les conditions pour dire que le produit semi-direct est le produit semi-direct interne de H bar et K bar. Donc, on voit clairement qu'un produit semi-direct externe, ici à gauche, peut être vu comme un produit semi-direct interne. Et en plus, ici, H, c'est évidemment isomorphe à H, et K bar, évidemment isomorphe à K. Donc voilà. La seule chose qu'il faut est montrer deux. Pour deux, on doit prendre un élément de H bar, les conjuguer par n'importe quoi, et encore obtenir un élément de H bar. On prend un élément de H bar, ici au milieu, et on va les conjuguer par un élément de K. Si on prend un élément de K, ça doit être de la forme identité de H accompagnée de K. L'inverse, on la met à droite, et le produit, on calcule déjà les produits des deux premiers. Les deux premiers, ici, si on fait le produit, ça, on l'a déjà calculé ici. On recopie ça ici. Ça, c'est juste le produit des deux premiers. Et l'inverse de la paire EK, si on utilise la formule qu'on a ici pour l'inverse, on peut facilement voir que l'inverse va être juste l'identité de H accompagnée de K moins 100. Et après, on fait le produit des deux. Si on fait le produit des deux, on va obtenir dans la deuxième coordonnée, K multiplié par K moins 100, ça va donner l'identité. Et dans la première coordonnée, on va obtenir la première coordonnée ici, multipliée par K agissant sur l'élément neutre. Et on sait que K agit par automorphisme, donc l'image de l'élément neutre va être toujours l'élément neutre. C'est-à-dire, ce qu'on obtient ici, si on fait le produit, va être dans la première coordonnée, l'action de K sur H, et dans la deuxième coordonnée, on va obtenir l'élément neutre de K. Et ça appartient bien clairement à H bar. Pour voir qu'un élément du produit semi-direct peut s'exprimer comme un produit d'une chose comme H bar et K bar, ça c'est juste l'égalité qu'on a ici. Si on prend un élément du produit semi-direct, donc ça, par définition, ça va être une paire HK, et ici on voit que ça peut s'exprimer comme le produit d'un élément ici, donc H bar,
et un élément dans K bar. Donc voilà, cette égalité ici, ça tombe bien. On a alors montré qu'un produit semi-direct externe est un produit semi-direct interne. Maintenant, on va passer à voir quelques exemples. Pour le premier exemple, on va prendre le groupe diédral Dn. Ce groupe est par définition le groupe d'isométrie du plan qui préserve un polygone à n sommets. On va montrer que Dn est isomorphe au produit semi-direct des sentiers modulo n avec des sentiers modulo 2. Pour cela, on va montrer que Dn est le produit semi-direct interne de un groupe H et un sous-groupe K. H, on va les prendre comme le groupe de rotation. H va être engendré par une seule rotation, la cyclique. Cette rotation R va être une rotation de 2 pi sur n degrés. C'est facile de voir que l'ordre de R est égal à n, et donc il y a n éléments dans le sous-groupe H. Le sous-groupe K a 2 éléments. L'élément non trivial est une symétrie. Donc, pour choisir la symétrie, il faut faire attention. Pour séparer les polygones d'un nombre pair de sommets des polygones avec un nombre impair de sommets. Dans le dessin, je fais un pentagone, donc un polygone avec 5 sommets, un nombre impair. Et si le nombre de sommets est impair, la symétrie est une symétrie par rapport à une droite qui passe par un sommet et le point au milieu du côté opposé. Si jamais il y a un nombre pair de sommets, donc la symétrie va être une symétrie par rapport à une droite qui relie 2 sommets opposés. Je vais montrer 3 choses. La première est que l'intersection est triviale. Ça c'est facile parce que le seul élément dans K qui n'est pas l'élément neutre est la symétrie. Et on vient de voir qu'une symétrie fixe au moins un sommet, alors que les rotations bougent tous les sommets. L'intersection est triviale. Il faut aussi montrer que H est un groupe distingué du groupe diédral. Dans l'item 3, on va démontrer tout de suite après que les éléments de Dn s'expriment comme les éléments de H multipliés par les éléments de K. Alors, pour montrer que H est distingué, il suffit de prendre un élément de H, les conjuguer par un élément de K et montrer que ça reste encore dans H. L'élément qu'on prend, c'est l'élément qui engendre H. On prend R et on le conjugue par la symétrie S. Si on fait les calculs, on peut voir que la conjugaison nous donne R-1 ou R puissance N-1. Et ça appartient encore à H. Pour la troisième, il faut montrer que le groupe diédral est le produit de H et K. Pour cela, on montre que le cardinal de H multiplié par K est égal au cardinal du groupe diédral. Le cardinal de HK est égal, et cette formule est vraie toujours, rappelez-vous, au cardinal de H multiplié par le cardinal de K divisé par le cardinal de l'intersection. L'intersection est triviale, donc on divise par 1, ça ne fait rien. Le cardinal de H est N et le cardinal de K est 2. Donc, en total, ici, on a 2 éléments. Mais le groupe diédral a en total 2 éléments. Donc, le groupe diédral est égal à la multiplication de H et K. On a donc quoi? Que le groupe diédral est en effet le produit semi-direct interne de H et K. Et H est un groupe cyclique d'ordre n. C'est isomorphe à Z représenté par NZ. Et K est isomorphe à Z représenté par 2Z. On a bien ce qu'on voulait montrer. Avant de passer au deuxième exemple, je n'ai pas effacé cette remarque parce qu'il y a quelque chose que je ne vais pas mentionner. Si jamais un produit semi-direct est abélien, alors grâce à la remarque 2,
on doit forcément avoir que le morphisme qui le définit est l'identité. Et donc, dans ce cas, si le produit semi-direct est abélien, alors on a que le produit semi-direct est en effet un produit direct. La morale, c'est que si un produit semi-direct est abélien, alors il est en effet un produit direct. On utilise ça pour l'exemple 2. On va montrer que Z représenté par 27 Z n'est pas un produit semi-direct de deux sous-groupes. En effet, les centièmes modulo 27, ça fait un groupe abélien. Donc, si jamais il est un produit semi-direct, on vient de voir, il doit être égal aussi à un produit direct. Et les seules possibilités pour un produit direct, rappelez-vous, c'est le théorème de classification des groupes abéliens finis. On aura en dehors de Z représenté par 27Z, on aura Z représenté par 9 multiplié par Z représenté par 3. Et ça, c'est évidemment pas égal à Z représenté par 27. La deuxième possibilité, on aura Z représenté par 3 au cube, donc multiplié par lui 3 fois. Et ça, non plus, c'est pas égal à Z représenté par 27Z. Donc, dans les deux cas, on obtient une contradiction. C'est-à-dire, le centième modulo 27, ça ne fait pas un produit semi-direct. Voilà. Ça, c'est encore des exemples. Avec ça, on finit l'étude du produit semi-direct. Et ça finit le cours d'algèbre qu'on a travaillé pendant les dernières semaines. J'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des commentaires ou des questions, toujours, vous pouvez la laisser dans la section des commentaires en bas. Merci beaucoup et au revoir.